Ma famille m'a qualifié, moi, une mère célibataire, de gonde de la famille. Pendant la fête de Thanksgiving, papa a hurlé dehors, espèce d'ordure. Et m'a mise à la porte de la maison. J'ai simplement dit très bien et n'ai pas du tout répliqué, mais il n'avait aucune idée qu'il vivait grâce à ma fortune de 20 millions de dollars. Le lendemain, quand j'ai déménagé dans ma maison de plage à Miami. Je m'appelle Samantha Andrew, j'ai 30 ans et je suis mère célibataire de ma magnifique petite fille de 5 ans, Emma. Jamais de la vie je n'aurais pensé que mon propre père me traiterait de honte de la famille lors de notre dîner de Thanksgiving avant de nous jeter dehors dans la froide nuit de novembre. Ce que lui et le reste de ma famille ignoraient, c'est qu'il vivait grâce à ma fortune de 20 millions de dollars depuis des années. J'ai simplement dit, très bien, et je suis sorti la tête haute. Avant de vous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Si mon histoire résonne en vous, veuillez vous abonner, car ce qui s'est passé ensuite a tout changé pour moi et ma fille. Grandir dans la famille Andrew signifiait que les apparences comptaient plus que tout. Notre maison de style colonial dans un quartier aisé du Connecticut était toujours impeccable, prête pour les visites inattendues des associés de mon père ou des amis du club de jardinage de ma mère. Mon père, Richard Andrew, était un cadre bancaire qui mesurait le succès en signes de dollars et en statut social. Ma mère, Eleanor, était la parfaite épouse de cadre, impeccablement vêtue, socialement connectée et obsédée par le maintien de la réputation irréprochable de notre famille. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris que l'approbation dans notre maison était conditionnelle. « Tiens-toi droite, Samantha », me chuchotait durement ma mère lors des réceptions. « Ta posture te donne l'air négligé. » Les critiques de mon père étaient plus directes. « Pourquoi ne peux-tu pas avoir que des A comme ton frère Thomas, ou, Jennifer ne nous a jamais causé autant de problèmes à ton âge. » Thomas, de 2 ans mon aîné, était l'enfant prodige, capitaine de l'équipe de débat, destinée à Yale et apparemment parfait en tout point. Jennifer, ma sœur aînée de 4 ans, était la mondaine qui a épousé son amour de fac, Paul, juste après l'obtention de son diplôme et a rapidement produit 2 petits-enfants parfaitement programmés. Et puis il y avait moi. J'étais toujours celle qui détonnait, plus intéressée par les ordinateurs que par les cotillons, plus fascinée par les startups que par le statut social. Je réussissais bien à l'école, but préféré coder dans ma chambre plutôt que d'assister aux événements du country club que mes parents appréciaient tant. Tout a changé lors de ma dernière année d'université, j'ai rencontré Jacques dans mon cours d'éthique des affaires. Il était charmant, ambitieux, et pour la première fois, je me sentais vraiment comprise par quelqu'un. 6 mois après le début de notre relation, j'ai découvert que j'étais enceinte. Quand je l'ai dit à Jacques, il a disparu, a bloqué mon numéro, a abandonné nos cours communs et s'est complètement volatilisé de ma vie. Je me souviens encore de l'appel à mes parents. Le silence après que je leur ai annoncé a duré 27 secondes. J'ai compté chacune d'entre elles tandis que mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. « Tu as toujours été déterminé à embarrasser cette famille », a finalement dit mon père. « Rentre à la maison. Nous trouverons un moyen de régler cette situation. » Par « régler », il entendait adoption ou avortement. Quand j'ai clairement fait savoir que je gardais mon bébé, la vraie punition a commencé. Des accueils glaciaux lors des réunions de famille, des commentaires acerbes sur les filles qui gâchent leur avenir, ma mère disant à ses amis que je prenais un congé de l'école pour des raisons de santé. D'une manière ou d'une autre, j'ai terminé mon diplôme, en suivant des cours en ligne et en étudiant pendant que ma petite fille dormait. Ces premiers jours ont été terriblement durs. J'ai loué un minuscule studio et j'ai pris des missions de codage en freelance tout en jonglant avec la garde d'enfants. Ma famille m'a apporté un soutien minimal, du babysitting occasionnel accompagné de sermons sur mes mauvais choix de vie. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que pendant ces nuits blanches, je construisais quelque chose de précieux. Une idée de start-up que je peaufinais depuis ma 2e année d'université prenait de l'ampleur. Pour le premier anniversaire d'Emma, j'avais obtenu un financement de démarrage. Pour son 3e, mon entreprise avait été rachetée pour une somme qui me semblait encore surréaliste, 20 millions de dollars après impôts. Mais j'ai caché cette réussite à ma famille. J'ai emménagé dans une modeste maison de 3 chambres, leur ai dit que j'avais trouvé un emploi stable en support technique, et j'ai continué à endurer leur condescendance et leur jugement à chaque réunion de famille. Je voulais qu'ils m'acceptent, moi et Emma, pour qui nous étions, pas pour mon compte en banque. Pendant ce temps, je suis devenu discrètement leur sauveuse financière. Quand les investissements de mon père ont subi un coup dur pendant la récession, j'ai couvert anonymement leurs prêts hypothécaires par le biais d'une société écran. Quand les entreprises prospères de Thomas avaient besoin de capitaux, de mystérieux investisseurs providentiels sont apparus.
Quand Jennifer avait besoin de payer les frais de scolarité de l'école privée exclusive de ses enfants, des bourses se sont mystérieusement matérialisées. Pendant tout ce temps, Emma est devenue une petite fille brillante et compatissante qui, d'une manière ou d'une autre, est restée indemne de la cruauté subtile de la famille. Elle adorait rendre visite à la maison de ses grands-parents, inconsciente de leurs compliments déguisés et de la façon dont ils la comparaient aux enfants de Jennifer, soi-disant bien élevés. Ce Thanksgiving, Emma avait 5 ans et j'en avais 30. J'avais espéré que le temps aurait pu adoucir le jugement de ma famille. Emma était excitée depuis des semaines à l'idée de voir ses cousins et de manger la fameuse tarte aux pommes de sa grand-mère. Je me suis convaincu que cette année serait différente. Cette année, peut-être qu'ils nous verraient enfin. Nous verraient vraiment et nous accepteraient tels que nous étions. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Le matin de Thanksgiving s'est levé, clair et froid. Emma a sauté sur mon lit à 6 heures du matin, ses yeux brillants d'excitation. « Est-ce qu'il est temps d'aller chez mamie et papy ?» a-t-elle demandé, ses cheveux blonds bouclés encore ébouriffés par le sommeil. « Pas encore, ma chérie », elle sourit en la serrant dans mes bras pour un câlin. « Nous avons tout le temps de nous préparer. » J'avais passé des semaines à préparer cette journée. J'avais commandé une caisse du vin de Bordeaux préféré de mon père, dépensant plus pour ces bouteilles que ce que mes parents pensaient que je gagnais en une semaine. J'avais acheté des cadeaux attentionnés pour tout le monde. Un portefeuille en cuir fait main pour mon père, une écharpe de créateur pour ma mère, des jouets éducatifs pour ma nièce et mon neveu. Après le petit déjeuner, j'ai appelé ma mère pour confirmer notre heure d'arrivée. Sa voix était tendue par le stress. Nous mangeons à 16 heures pile, Samantha, ton père n'aime pas les retards. Nous serons là pour 14 heures, maman. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Une pause. Jennifer s'occupe des accompagnements. Elle fait de si merveilleuses patates douces. Concentre-toi juste sur le fait d'arriver à l'heure, toi et Emma. Et s'il te plaît, assure-toi qu'Emma porte quelque chose d'approprié. Noël dernier, cette robe à carreaux était un peu excessive. La robe à carreaux était une magnifique robe de fête en velours qu'Emma adorait. J'ai ravalé une réplique. Nous serons habillés convenablement, maman. À tout à l'heure. Après avoir raccroché, j'ai pris une profonde inspiration avant de réveiller Emma de sa sieste. Nous avons passé l'après-midi à nous préparer, et j'ai aidé Emma à enfiler la nouvelle robe que je lui avais achetée. Bleu marine avec une bordure blanche, assez conservatrice pour mes parents, mais assez jolie pour qu'Emma se sente spéciale en la portant. « Tu es magnifique, mon bébé », lui ai-je dit en lui tressant les cheveux. « Toi aussi, maman », a-t-elle répondu en touchant la manche de ma robe pull bordeaux. « Est-ce que tonton Thomas sera là ? Il m'a promis de me montrer un tour de cartes la dernière fois. Tout le monde sera là, les jeux assurés. Et nous allons passer un merveilleux moment. » Le trajet jusqu'à la maison de banlieue de mes parents a duré 45 minutes. C'était une imposante demeure coloniale avec un aménagement paysager parfait et une allée circulaire où mon père insistait pour que toutes les voitures soient garées par ordre d'arrivée, avec sa Mercedes toujours positionnée bien en vue près des marches de l'entrée. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que je payais leur mensualité de prêt hypothécaire depuis 3 ans, après que le portefeuille d'investissement de mon père ait subi une perte dévastatrice. La maison dont ils étaient si fiers aurait été saisie sans mon intervention anonyme. Nous sommes arrivés à 13h45, en avance. Emma serrait ses petits sacs cadeaux pour ses grands-parents alors que nous nous dirigions vers la porte. J'ai équilibré la caisse de vin et mes propres paquets, prenant une profonde inspiration avant de sonner. Ma sœur Jennifer a ouvert, son carré parfait se balançant alors qu'elle me toisait d'un regard scrutateur. « Tu es en avance », dit-elle, cachant à peine son agacement. Elle s'est tournée vers Emma avec un sourire fabriqué. « Bonjour, Emma. Les enfants sont dans la salle de jeu. Essaie de ne pas salir ta robe avant le dîner, d'accord ? Pas de câlin, pas d'accueil chaleureux. » J'ai senti Emma se presser contre mes jambes, soudainement timide. « Vas-y, ma chérie, les jeux encouragés. Va retrouver tes cousins. » Alors qu'Emma se dirigeait à contre-cœur vers la salle de jeu, Jennifer s'est retournée vers moi. Maman termine de mettre la table, et papa et Paul regardent le football avec Eden et Zoé. Les enfants de Jennifer, âgés de 7 et 9 ans, jouissaient apparemment de privilèges dont Emma était exclue. Mon frère Thomas est sorti de la cuisine, un verre à la main. À 32 ans, il avait la haute stature et la présence autoritaire de notre père. « Tiens, si ce n'est pas la petite sœur, dit-il en me faisant une brève accolade qui ressemblait plus à une formalité qu'à de l'affection.
Toujours à ce poste de support technique? Toujours aussi solide, ai-je répondu avec un sourire crispé, sans mentionner que je possédais maintenant l'entreprise et que j'employais plus de 50 personnes. C'est bien de s'accrocher, dit-il avec un ton condescendant qui suggérait que répondre au téléphone était un pas en avant par rapport à l'échec complet. Laisse-moi apporter ce vin à papa. Alors que je me dirigeais vers la cuisine pour saluer ma mère, j'ai entendu la voix de mon père depuis le bureau. Elle est en avance, bien sûr. Elle n'a probablement nulle part où aller. Tu as vu la robe de l'enfant? Au moins, ce n'est pas une autre tenue inappropriée. Je me suis figé, la poitrine serrée. Puis j'ai redressé les épaules et j'ai continué à marcher. Je ne les laisserai pas gâcher cette journée pour Emma. J'allais afficher un sourire et survivre à ce dîner, comme je l'avais toujours fait. Dans la cuisine, ma mère arrangeait la sauce au canneberge dans un plat en cristal. À 60 ans, Eleanor Andrew conservait toujours sa silhouette mince et ses cheveux blonds méchés. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Samantha, tu es en avance. Le même accueil, le même ton froid. Salut, maman. Joyeux Thanksgiving. J'ai posé les paquets que je portais et je me suis approché pour l'embrasser sur la joue. Elle l'a permis, son corps raide. Ça va dans la salle à manger, dit-elle en désignant les cadeaux d'un signe de tête. Nous les échangeons après le dîner cette année. Jennifer a pensé que ce serait plus civilisé. Bien sûr, ai-je dit en les ramassant à nouveau. Est-ce que je peux aider avec quelque chose ici? Jennifer et moi avons la situation sous contrôle. Pourquoi n'irais-tu pas voir Emma? Assure-toi qu'elle ne dérange pas le temps de jeu d'Eden et Zoé. J'ai hoché la tête et je suis parti, la déception familière s'installant dans mon estomac. Pourtant, je me suis rappelé que ce n'était que le début de la soirée, les choses pouvaient s'améliorer. Il fallait juste que je reste positive et que je maintienne le moral d'Emma. Dans le couloir, j'ai entendu Jennifer et mon père parler à voix basse. Elle porte une jolie robe. Au moins, disait Jennifer, même si Dieu sait comment elle se l'est payée avec son salaire. Probablement en faisant exploser ses cartes de crédit encore une fois, a répondu mon père. Certaines personnes n'apprennent jamais la responsabilité financière. Je suis passé rapidement, faisant semblant de ne pas entendre, mes joues brûlant de l'ironie de sa déclaration. L'homme dont je payais secrètement le prêt hypothécaire me faisait la leçon sur la responsabilité financière. Le temps d'arriver à la salle de jeu, je m'étais ressaisi. J'ai trouvé Emma assise seule dans un coin, feuilletant un livre d'images pendant que ses cousins jouaient à un jeu vidéo, l'excluant délibérément. « Eh, ma chérie » ai-je dit d'un ton enjoué. « Tu t'amuses » Son petit sourire n'atteignait pas ses yeux. Eden dit que je suis trop petite pour jouer à leur jeu, mon cœur s'est serré, mais j'ai gardé une voix optimiste. Eh bien, pourquoi n'irions-nous pas voir si mamie a besoin d'aide dans la cuisine? Je parie qu'elle adorerait te montrer comment plier les serviettes en ces formes sophistiquées que tu aimes tant. Alors que nous retournions main dans la main vers la cuisine, j'ai fait une promesse silencieuse à Emma. Quoi qu'il arrive ce soir, je la protégerai de comprendre la vraie nature du traitement de notre famille. Elle méritait de croire en la chaleur et l'acceptation qui devraient venir avec la famille, même si la réalité était douloureusement loin de cela. À 16 heures précises, ma mère a sonné la petite cloche en argent qui avait été un cadeau de mariage de sa propre mère. Le son a traversé la maison, convoquant tout le monde dans la salle à manger. Emma a serré ma main alors que nous nous dirigions vers la table somptueusement dressée. Le plan de table était immédiatement apparent et révélateur. Mon père était assis en bout de table, avec ma mère à l'autre extrémité. Thomas et Jennifer, ainsi que leurs conjoints et enfants, occupaient les sièges du milieu, les places d'honneur. Emma et moi étions placés tout au bout, à côté de ma mère, mais aussi loin que possible de mon père, comme si nos échecs perçus pouvaient être contagieux. Tout le monde, prenez vos places assignées, a annoncé mon père, bien qu'aucun carton de placement ne soit nécessaire. Nous connaissions tous notre rang dans la hiérarchie familiale. Emma a grimpé sur sa chaise, ses pieds se balançant au-dessus du sol. Personne n'avait pensé à fournir un rehausseur, celui-ci restait inutilisé dans le coin depuis l'époque où les enfants de Jennifer étaient plus jeunes. Samantha, assure-toi qu'Emma ne renverse rien sur la nappe, a dit ma mère. C'est de la dentelle belge. Elle fera attention, les jeux assurés en plaçant une serviette sur les genoux d'Emma. J'ai adressé un sourire encourageant à ma fille, qu'elle m'a rendu avec incertitude. Mon père s'est levé pour découper la dinde, sa performance annuelle. Il portait une chemise blanche impeccable et une cravate, même pour un dîner de famille.
Ses cheveux argentés parfaitement coiffés, sa posture droite comme un i malgré ses 65 ans. Avant de commencer, a-t-il annoncé, un verre en cristal à la main, j'aimerais porter un toast à notre famille et à toutes nos bénédictions de cette année. Il a ensuite méthodiquement énuméré les réalisations de chaque membre de la famille. À Thomas, dont le cabinet de conseil financier a décroché le compte Westbrook le mois dernier. À Jennifer, dont le gala de charité a recueilli plus de 50 000 $ pour l'hôpital pour enfants. À Paul, qui est devenu associé dans son cabinet d'avocat, à Eden, qui a intégré l'équipe de football de voyage, et à Zoé, qui a reçu le prix de la citoyenneté à l'école. Il a fait une pause, son regard passant délibérément sur Emma et moi, et à Eleanor, dont le dévouement inlassable rend ces réunions de famille possibles. L'omission flottait dans l'air, évidente et intentionnelle. Emma m'a regardé, la confusion dans les yeux. Et nous, maman, a-t-elle chuchoté trop fort dans le silence soudain. Le mari de Jennifer, Paul, a gloussé. La vérité sort de la bouche des enfants, dit-il, son ton indiquant clairement qu'il trouvait la question d'Emma inappropriée plutôt qu'innocente. Eh bien, a dit mon père avec un sourire crispé, je suppose que nous pouvons reconnaître la persévérance de Samantha dans son poste actuel. La constance a ses mérites. Le compliment déguisé m'a piqué, mais j'ai souri pour le bien d'Emma. Merci, papa. Emma et moi avons eu une bonne année. Et en quelle classe es-tu maintenant, Émilie, a demandé ma mère, se trompant de prénom de ma fille, comme elle le faisait parfois. Je m'appelle Emma, mamie, a corrigé poliment ma fille. Je suis en grande section. Ma maîtresse dit que je lis au niveau du CE1. HM, a répondu ma mère sans s'engager. Eden lisait au niveau du CE2 à ton âge, n'est-ce pas, Jennifer? Et ainsi de suite. Chaque conversation revenait aux accomplissements de Thomas ou Jennifer ou de leurs enfants. Quand j'ai mentionné le talent d'Emma pour le dessin, Jennifer a immédiatement sorti son téléphone pour montrer à tout le monde les œuvres de Zoé qui avaient été exposées dans le hall de l'école. Quand j'ai essayé de discuter d'un livre que j'avais récemment apprécié, Thomas m'a interrompu pour parler d'un article financier dans lequel il avait été cité. La nourriture a été passée, les meilleures portions étant ostensiblement servies à tout le monde sauf à Emma et moi. Les commentaires de mon père sont devenus de plus en plus vifs alors qu'il terminait son deuxième verre du Bordeaux coûteux que j'avais apporté. Alors Samantha, dit-il pendant une accalmie dans la conversation, as-tu pensé à fournir à Emma une figure paternelle appropriée? Un enfant a besoin de stabilité, tu sais. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Emma a de la stabilité. Nous avons une belle maison, une bonne routine et beaucoup d'amour. Mais pas d'homme à la maison, a-t-il insisté. Comment est-elle censée apprendre les vraies valeurs familiales? Avant que je puisse répondre, Jennifer a sauté sur l'occasion. En parlant de valeurs familiales, dit-elle avec un regard significatif à son mari, Paul et moi avons une annonce à faire. Toute l'attention s'est immédiatement déplacée vers ma sœur, qui a posé sa main sur son ventre encore plat. Nous attendons notre troisième bébé, qui nous rejoindra en juin prochain. La table a éclaté de joie. Ma mère a même applaudi des mains de plaisir. Mon père s'est levé à nouveau pour porter un autre toast. Emma m'a regardé, sentant clairement la différence frappante entre l'accueil de la nouvelle de Jennifer et la reconnaissance froide de notre existence. C'est une merveilleuse nouvelle, ai-je dit sincèrement, car malgré tout, je n'enviais pas à ma sœur son bonheur ou sa famille grandissante. Félicitations, Jennifer et Paul. Merci, a dit Jennifer, me regardant à peine avant de se tourner vers notre mère. Nous pensons convertir la chambre d'amis en chambre de bébé. J'espérais que tu pourrais aider avec la décoration, maman. Bien sûr. Oh, c'est une nouvelle absolument merveilleuse. Un autre petit enfant. Ma mère rayonnait, sans mentionner, de façon ostentatoire, qu'Emma était aussi sa petite fille. Alors que le dessert était servi, Thomas s'est raclé la gorge. Puisque nous partageons les bonnes nouvelles, j'ai aussi une annonce à faire. Henderson Financial m'a offert un poste de directeur. Cela vient avec une augmentation de salaire significative et des options sur actions. Une autre série de félicitations effusives a suivi. Mon père a même versé une larme, chose que je ne l'avais jamais vu faire pour aucune de mes réussites. Ça mérite le bon scotch, a-t-il déclaré en se levant pour aller chercher sa précieuse bouteille dans le meuble. Pendant son absence, Emma a tiré sur ma manche. Maman, est-ce que je peux leur parler de mon prix d'art à l'école? Bien sûr, ma chérie, ai-je dit en lui faisant un signe de tête encourageant. Emma s'est redressée.
J'ai eu un ruban bleu pour ma peinture à l'école, a-t-elle annoncé fièrement. Elle va être exposée au salon d'art d'hiver. Il y eut un moment de silence gêné avant que ma mère ne dise « C'est bien, ma chérie. Jennifer, dis-moi plus sur tes projets pour la chambre de bébé. » Le visage d'Emma s'est décomposé, et j'ai ressenti une vague de colère protectrice. En fait, ai-je dit, ma voix plus forte que je ne l'avais prévu, la réussite d'Emma est assez spéciale. Seuls 3 élèves de toute l'école primaire ont été sélectionnés pour l'exposition du district. Eh bien, tout le monde ne peut pas se permettre les programmes d'art des écoles privées, a dit Jennifer avec un geste dédaigneux. Je suis sûr que les normes des écoles publiques sont différentes. Emma fréquente l'Académie Westfield, les Jeux corrigés, nommant l'une des écoles privées les plus prestigieuses de notre région. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que je siégeais au conseil d'administration et que j'y avais doté un programme de bourse. Westfield? Ma mère avait l'air surprise. Comment peux-tu te permettre ça avec ton salaire? Je gère mon argent avec soin, ai-je simplement dit. Ce doivent être ces pensions alimentaires du père absent, a fait remarquer mon père en revenant avec son scotch. Au moins, il sert à quelque chose. En fait, Jacques n'a jamais payé un centime de pension alimentaire, ai-je dit, la voix tendue. L'éducation d'Emma est entièrement ma responsabilité, et je suis fier de la lui fournir. Un silence inconfortable s'est installé à table, rompu par Eden qui s'est penché pour prendre un biscuit. Son coude a heurté un bol en cristal, l'envoyant basculer vers les genoux d'Emma. Elle a reculé instinctivement, et le bol s'est écrasé sur le sol, se brisant en des dizaines de morceaux. Emma, s'est exclamée Jennifer. Regarde ce que tu as fait. Ce n'est pas moi, a dit Emma d'une petite voix. C'est Eden qui l'a cogné. Ne blâme pas mon fils pour ta maladresse, a sèchement répliqué Jennifer. J'ai ouvert la bouche pour défendre Emma, mais la voix de mon père a traversé la pièce comme de la glace. C'était le cristal de ta grand-mère, Samantha. Un héritage familial. C'est exactement pour ça qu'on ne peut pas avoir de belles choses avec ton enfant. Mais Emma n'a pas, ai-je commencé. J'ai vu ce qui s'est passé, m'a-t-il interrompu. Ta fille a secoué le bras et l'a fait tomber. Tout comme tu l'as toujours été, négligente et prompte à blâmer les autres. Les yeux d'Emma se sont remplis de larmes. Je suis désolé, papy. Je ne l'ai pas fait exprès. Bien sûr que non, a dit ma mère avec un soupir. Mais les intentions ne réparent pas les héritages brisés, n'est-ce pas? J'ai senti quelque chose changer en moi. La façade soignée que j'avais maintenue pendant des années a commencé à se fissurer alors que je regardais ma fille se recroqueviller sur elle-même, acceptant le blâme pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Le cristal brisé semblait avoir brisé quelque chose en mon père également. Il s'est levé brusquement, le visage rouge de colère et d'un excès de scotch. C'est exactement de ça que je parle, dit-il, sa voix s'élevant. Pas de discipline, pas de respect pour les traditions familiales ou la propriété. Il a pointé du doigt Emma, qui essayait de ne pas pleurer. Voilà ce qui arrive quand les enfants sont élevés dans des foyers brisés, sans valeurs appropriées. Papa, ai-je dit, gardant ma voix délibérément calme. C'était un accident, et ce n'était pas la faute d'Emma. Les accidents arrivent dans toutes sortes de structures familiales. Il a tourné sa colère entièrement vers moi. Ne t'avise pas de me faire la leçon sur les structures familiales, Samantha. Toi qui n'as même pas pu maintenir une relation avec le père de ton enfant. Toi qui es tombé enceinte hors mariage et qui a refusé de corriger ton erreur. Emma n'est pas une erreur, ai-je dit, sentant un calme dangereux s'installer en moi. Regarde-toi, a-t-il continué comme si je n'avais pas parlé. 30 ans, pas de mari, pas de vraie carrière, vivant de je ne sais quel revenu dans cette maison miteuse, envoyant ton enfant dans une école que tu ne peux pas te permettre, probablement noyé sous les dettes comme tu l'as toujours été, irresponsable avec l'argent. Thomas s'est agité, mal à l'aise. Papa, ce n'est peut-être pas le moment. Non, j'en ai marre de marcher sur des œufs, l'a interrompu mon père. J'en ai marre de faire semblant à chaque réunion de famille. Ta sœur est une honte pour cette famille, Thomas. Elle l'a toujours été. Têtu, rebelle, refusant de suivre le chemin que nous lui avions tracé. Richard, a dit faiblement ma mère, mais il l'a écarté d'un geste de la main. Savez-vous ce que disent mes collègues? Ils me posent des questions sur l'entreprise de Thomas, sur le travail caritatif de Jennifer, et puis ils ont ce regard plein de pitié quand ils se souviennent que j'ai une autre fille, la mère célibataire, l'embarras de la famille. Chaque mot frappait comme un coup physique,
mais je suis resté extérieurement calme, même si je sentais Emma trembler à côté de moi. Et maintenant, a-t-il continué en désignant le cristal brisé, elle élève sa fille pour qu'elle soit tout aussi négligente, tout aussi irrespectueuse des traditions familiales. Ça suffit, ai-je dit doucement. Ah oui? Il s'est tourné pour me faire face. Ça suffit, Samantha? Parce que moi, j'en ai assez. Assez de ta présence maussade aux réunions de famille. Assez de te regarder élever cet enfant sans une bonne éducation. Assez de l'embarras que tu jettes sur le nom de notre famille. Jennifer, apparemment encouragée par la tirade de notre père, s'est jointe à la conversation. Tu as toujours cru que tu étais spécial, Samedi. Tu as toujours pensé que les règles ne s'appliquaient pas à toi. Mais regarde où ça t'a mené. Un travail sans avenir. Pas de mari, luttant pour donner à ta fille ce que nos enfants ont naturellement. Un foyer convenable, a poursuivi mon père. C'est ce dont les enfants ont besoin. 2 parents, la stabilité, des valeurs, pas ce que tu fournis dans ta petite maison. Emma pleurait maintenant ouvertement, des larmes silencieuses coulant sur son visage. J'ai passé mon bras autour de ses épaules et je me suis levé. Nous partons, ai-je dit calmement. Tu fuis, comme toujours, a ricané mon père. Tu ne peux pas affronter la vérité, n'est-ce pas? La vérité, c'est que vous n'avez jamais accepté Emma ni moi pour ce que nous sommes, ai-je dit. Et j'en ai assez de vous laisser nous faire sentir petites. Le visage de mon père est devenu d'un rouge alarmant. Tu veux savoir qui t'a rendue petite, Samantha? C'est toi, avec tes mauvais choix et ton refus obstiné d'écouter ceux qui savent mieux. Et maintenant, tu fais la même chose à ta fille. Emma a enfoui son visage contre mon flanc, son petit corps secoué de sanglots. Dehors, a soudainement crié mon père, frappant sa main sur la table assez fort pour faire sauter les couverts. Sors de cette maison, espèce d'ingrate, d'irrespectueuse ordure. Et emmène ton enfant mal élevé avec toi. Un silence stupéfait s'est abattu sur la table. Même Jennifer semblait choquée par l'explosion de notre père. Richard, dit faiblement ma mère. C'est Thanksgiving. Je me fiche du jour que c'est, a-t-il craché. Je la veux hors de ma maison. La honte de la famille. C'est ce que tu es, Samantha. Une honte pour le nom des Andrew. J'ai regardé autour de la table les visages des membres de ma famille. Ma mère, pâle et silencieuse. Thomas, mal à l'aise mais peu disposé à intervenir. Jennifer, un mélange de choc et de satisfaction suffisante sur le visage. Son mari Paul, fixant son assiette. Même les enfants étaient figés sur place, témoins de l'explosion d'années de ressentiment latent. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai rassemblé ma dignité autour de moi comme une armure. Très bien, ai-je simplement dit. Je me suis tourné vers Emma. Prends ton manteau, ma chérie. Nous rentrons à la maison. Mais maman, a-t-elle murmuré, la voix étranglée par les larmes. Et la tarte de mamie? Il y aura d'autres tartes, lui ai-je promis, le cœur brisé par son inquiétude innocente au milieu d'une telle cruauté. C'est ça, fuis, a crié mon père derrière nous alors que je conduisais Emma vers l'entrée. C'est tout ce que tu sais faire. J'ai aidé Emma à mettre son manteau et j'ai récupéré notre sac à main et nos clés de voiture. Mes mains étaient stables malgré la tempête d'émotions en moi. Alors que nous atteignions la porte d'entrée, je me suis retourné pour faire face à ma famille qui nous avait suivis dans le couloir. Vous savez, ai-je dit doucement, pendant des années, je n'ai rien désiré de plus que votre approbation, votre acceptation. Je voulais qu'Emma ait la famille que je pensais avoir eue en grandissant. Mais maintenant, je vois que c'était une illusion. Ce n'est pas une famille. C'est une hiérarchie de jugement et d'amour conditionnel. Comment oses-tu? A commencé mon père. Mais j'ai levé la main, et à ma grande surprise, il s'est tu. Emma et moi méritons mieux que ça. Nous méritons un amour qui ne vient pas avec des conditions et des critiques. Merci de l'avoir rendu si abondamment clair aujourd'hui. J'ai ouvert la porte et j'ai guidé Emma dehors, dans la froide soirée de novembre. Je pouvais entendre mon père crier encore derrière nous, mais ces mots n'avaient plus le pouvoir de me blesser. Dans la voiture, les larmes d'Emma coulaient librement. Pourquoi papy nous déteste, maman? Il ne nous déteste pas, ma chérie, ai-je dit en démarrant le moteur. Il ne nous comprend tout simplement pas, et ce n'est plus notre problème. Alors que nous nous éloignions de la maison que j'avais secrètement sauvée de la saisie, j'ai pris une décision qui allait changer toutes nos vies pour toujours.
Il était temps d'arrêter de cacher ma réussite. Temps d'arrêter de cautionner leur cruauté. Temps de construire une vie basée sur des liens authentiques plutôt que sur des obligations familiales. Nous avons pris une chambre dans un hôtel de luxe cette nuit-là. J'ai commandé le service en chambre, un festin de Thanksgiving juste pour nous deux, et nous avons mangé des coupes glacées en peignoir d'hôtel moelleux en regardant des films d'animation. Alors qu'Emma s'endormait enfin, épuisée par cette journée riche en émotions, j'ai passé une série d'appels qui allaient mettre mon nouveau plan en marche. La lumière du soleil du matin filtrait à travers les fenêtres de la suite de l'hôtel, projetant des motifs dorés sur la moquette épaisse. Emma dormait encore, blottie dans le lit king size, ses boucles blondes étalées sur l'oreiller. J'étais réveillé depuis des heures, finalisant les détails de notre nouveau départ. Mon téléphone a vibré, un appel entrant de Diane, mon assistante de direction, un fait que ma famille ignorait, la croyant simplement être mon amie les rares fois où il l'avait rencontrée. « Bonjour, Sam », dit-elle quand j'ai répondu. « J'ai pris toutes les dispositions comme vous l'avez demandé. La maison de Miami est en cours de préparation. Votre bureau là-bas sera prêt d'ici lundi, et le transfert scolaire d'Emma est en cours. Ils sont ravis de l'avoir en milieu d'année. »« Merci, Diane », ai-je dit, en gardant la voix basse pour ne pas réveiller Emma. « Et l'autre affaire ? J'ai contacté votre équipe financière. Ils attendent votre autorisation finale pour mettre fin à tout le soutien de la société écran. Il suffit de donner le mot. » J'ai pris une profonde inspiration. Pendant des années, j'avais soutenu anonymement ma famille, payant le prêt hypothécaire de mes parents, finançant les entreprises de Thomas, couvrant les frais de scolarité de l'école privée des enfants de Jennifer et ses additions somptuaires à son style de vie. Tout cela par le biais de sociétés écrans soigneusement construites et de bourses qui ne pouvaient pas être retracées jusqu'à moi. Faites-le, ai-je dit fermement. Mettez fin à tout soutien financier avec effet immédiat. Vous êtes sûr ? Ce sera un choc pour eux. J'en suis sûr. Il est temps qu'ils comprennent ce que sont les vraies conséquences. Après avoir raccroché, j'ai appelé Michael, mon conseiller financier. Sam, j'ai reçu ton email. Tu es certaine de cela ? C'est un changement significatif dans ta structure financière. Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit, ai-je répondu. Plus de soutien anonyme. Plus de dissimulation de ma réussite. Il est temps d'être honnête. Très bien. Je vais dissoudre les sociétés écrans et rediriger ces fonds vers le compte de ta fondation à la place. Ta famille commencera à recevoir des avis de retard de paiement d'ici quelques jours. Merci, Michael. Alors que je terminais l'appel, Emma s'est agitée et s'est assise en se frottant les yeux. Maman, où sommes-nous ? Dans un hôtel, tu te souviens ? Nous avons eu notre propre dîner de Thanksgiving ici hier soir. Son visage s'est assombri alors que les souvenirs de la veille revenaient. Est-ce qu'on rentre à la maison maintenant ? Je me suis assise à côté d'elle sur le lit et j'ai pris ses petites mains dans les miennes. En fait, je pensais que nous pourrions vivre une nouvelle aventure. Que dirais-tu de déménager dans notre maison à Miami ? Celle juste au bord de la plage que nous avons visitée au printemps dernier. Ses yeux se sont écarquillés. Celle avec la piscine et les grands palmiers ? C'est bien celle-là. Mais l'école, et ton travail ? Il y a une merveilleuse école à Miami qui serait ravie de t'accueillir. Et je peux travailler de n'importe où. C'est l'un des avantages d'être la patronne. Elle a penché la tête. Tu es la patronne ? Je croyais que tu aidais les gens avec des problèmes d'ordinateur. J'ai souri, réalisant à quel point j'avais caché de choses à tout le monde, même à ma propre fille à certains égards. J'aide les gens avec des problèmes d'ordinateur, mais en fait, je suis propriétaire de l'entreprise. C'est moi qui suis en charge de tout le monde. Comme une reine ? A-t-elle demandé, les yeux brillants de cette nouvelle compréhension. J'ai ri. Quelque chose comme ça. Et tu sais quoi ? Je pense qu'il est temps que tout le monde le sache. Au petit déjeuner, j'ai expliqué à Emma, en des termes qu'une enfant de 5 ans pouvait comprendre, que nous étions riches, mais que nous l'avions gardé secret de la famille. Je lui ai dit que nous allions commencer une nouvelle vie à Miami où nous pourrions être nous-mêmes sans rien cacher. Est-ce qu'on reverra mamie et papy un jour ? A-t-elle demandé avec précaution, en étalant de la confiture sur son toast. Cela dépendra d'eux, ai-je répondu honnêtement. Mais d'abord, ils doivent apprendre à être gentils et respectueux envers nous deux. Nous avons quitté l'hôtel et sommes rentrés à la maison pour emballer nos affaires essentielles.
Les déménageurs s'occuperaient du reste dans les jours à venir. Le soir même, nous étions dans un vol privé pour Miami, laissant derrière nous le froid de novembre du Connecticut pour le chaud soleil de la Floride. Notre maison de Miami Beach était un chef-d'œuvre contemporain de verre et de pierre blanche avec des vues panoramiques sur l'océan et une immense piscine à débordement. Emma a couru à travers les pièces spacieuses, s'exclamant devant la vue de sa nouvelle chambre et de la salle de jeu que j'avais fait concevoir spécialement pour elle. « C'est vraiment notre maison ?» a-t-elle demandé avec émerveillement. « Vraiment et pour de vrai ?» ai-je confirmé. « Et maintenant, nous n'avons plus à faire semblant que ce n'est pas le cas. » La première semaine à Miami a été une guérison pour nous deux. Nous avons nagé dans l'océan, exploré notre nouveau quartier, visité la nouvelle école d'Emma et commencé à sentir le poids d'années de jugement et de faux-semblants se lever de nos épaules. Puis les appels ont commencé. D'abord de Thomas, sa voix inhabituellement paniquée. « Sam, il se passe quelque chose de bizarre. » Les investisseurs providentiels de mon entreprise se sont soudainement retirés. Tous, le même jour. « As-tu entendu parler d'un changement de marché ? » « Non, » ai-je dit calmement, mais je suis sûr qu'un homme d'affaires prospère comme toi a des plans de secours. Ensuite, ce fut Jennifer, sa voix tendue de fureur contenue. Samantha, savais-tu que l'école d'Eden et Zoé vient d'appeler pour dire que leurs bourses ont été révoquées en plein milieu de l'année scolaire? Quelque chose à propos de la fondation qui les fournissait qui s'est dissoute de manière inattendue. Ce doit être une erreur. Quelle malchance, ai-je répondu. J'espère que toi et Paul pourrez trouver une solution. Ma mère a appelé 3 jours plus tard, sa voix tremblante. Samantha, quelque chose de terrible est arrivé. Nous avons reçu un avis de saisie sur la maison. Ton père est hors de lui. Il dit que ce doit être une erreur de la banque, mais ils insistent sur le fait que nous n'avons pas fait de paiement hypothécaire depuis des mois. Ça a l'air stressant, maman. Avez-vous appelé un conseiller financier? Nous ne pouvons pas nous permettre un conseiller financier en ce moment, Samantha. Nous pourrions perdre notre maison. La maison où tu as grandi. Ça ne te fait rien? Beaucoup de choses me font quelque chose, maman. Comme la façon dont les gens traitent ma fille. Il y eut un silence révélateur à l'autre bout du fil. Finalement, une semaine après Thanksgiving, est venu l'appel que j'attendais. Mon père, sa voix dépouillée de son autorité habituelle, presque méconnaissable dans son désespoir. Samantha, dit-il sans préambule. Quelque chose ne va pas du tout. La banque dit que nous n'avons pas payé les mensualités de l'hypothèque, mais les relevés les montraient comme payés. L'entreprise de Thomas s'effondre. Jennifer dit que les frais de scolarité des enfants sont soudainement devenus exigibles en une seule fois. C'est comme si quelqu'un détruisait systématiquement cette famille. Ça a l'air sérieux, ai-je dit en regardant Emma dessiner sur notre terrasse en bord de mer. As-tu envisagé que peut-être la fondation financière de vos vies n'était pas ce que vous pensiez? De quoi parles-tu, a-t-il exigé, une pointe de son ancienne colère revenant. Papa, d'où penses-tu que l'argent venait toutes ces années? Après que tes investissements se soient effondrés pendant la récession, après que les 3 premières entreprises de Thomas aient échoué, après que Jennifer et Paul aient commencé à vivre bien au-dessus du salaire de Paul au cabinet d'avocat. Qu'est-ce que tu sais de tout ça? Sa voix était devenue très basse. Je sais tout à ce sujet, car c'est moi qui ai tout payé pendant des années. C'est impossible. Tu travailles au support technique. Je suis propriétaire de Stratosoft, la société qui a acquis TechFusion pour 20 millions de dollars il y a 3 ans. Je suis la PDG et l'actionnaire majoritaire. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre sa respiration. Ce n'est pas possible, a-t-il finalement dit, mais sa voix manquait de conviction. Les paiements hypothécaires de votre maison provenaient d'une société écran appelée Andrew Heritage Holdings. Je l'ai créée pour vous soutenir anonymement, toi et maman, après la récession. Les investisseurs providentiels de Thomas, c'était moi. Les bourses des enfants de Jennifer, ma fondation pour l'éducation. Les vacances en famille, les nouvelles voitures, les adhésions au country club, tout ça, c'était moi. Pourquoi? A-t-il commencé, puis il s'est raclé la gorge. Pourquoi nous cacherais-tu ça? Parce que je voulais que vous m'acceptiez, moi et Emma, pour qui nous sommes, pas pour ce que je pouvais vous donner. Je voulais des relations authentiques, pas financières. Mais j'ai réalisé que cela n'allait jamais arriver. Samantha, si ce que tu dis est vrai, tu dois redémarrer ces paiements immédiatement. Ta mère et moi sommes sur le point de perdre notre maison. L'entreprise de ton frère s'effondre.
Les enfants de ta sœur. Les enfants de ma sœur iront très bien à l'école publique, tout comme la honte de la famille et sa fille aurait été très bien à vos yeux. L'amertume que j'avais contenue pendant des années a percé dans ma voix. Tu m'as traité d'ordure, papa. Tu as jeté ta propre petite fille dehors dans le froid le jour de Thanksgiving. Les actes ont des conséquences. Tu ne peux pas faire ça à ta famille, a-t-il protesté. Mais le ton impérieux qui m'avait intimidé pendant des décennies avait disparu, remplacé par une peur nue. Je ne vous fais rien, ai-je répondu. J'arrête simplement de faire des choses pour vous. Il y a une différence. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Très bien. Je m'excuse pour ce que j'ai dit. J'étais contrarié pour le cristal. Il ne s'agit pas du cristal, papa. Il s'agit d'années d'amour conditionnel et de jugement. Il s'agit d'apprendre à Emma qu'elle mérite le respect, pas la critique. Il s'agit d'être enfin honnête sur qui je suis et ce que j'ai accompli malgré ton message constant que j'étais un échec. Je pouvais l'entendre lutter pour traiter ce changement sismique dans notre dynamique familiale. Sa voix, quand il a de nouveau parlé, était soumise d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Où es-tu? Nous devons en parler en personne. Emma et moi avons déménagé à Miami. Nous prenons un nouveau départ où nous pouvons être nous-mêmes sans jugement. Miami? Tu ne peux pas simplement emmener ma petite fille à Miami sans discussion. J'ai ri. Le son m'a surprise moi-même. Je pense que tu as perdu tout droit à cette discussion quand tu l'as qualifiée de mal élevée et que tu l'as chassée du dîner de Thanksgiving. La conversation s'est terminée peu après, mon père étant toujours sous le choc des révélations qui avaient bouleversé sa compréhension de la réalité financière de notre famille. Je savais que ce ne serait pas le dernier appel difficile, mais pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais complètement en contrôle de ma relation avec ma famille. Cette nuit-là, alors qu'Emma et moi regardions le coucher de soleil depuis notre terrasse en bord de mer, elle m'a regardé avec des yeux sérieux. Est-ce que mamie et papy, et tante Jennifer et tonton Thomas iront bien? J'ai caressé doucement ses cheveux. Ils vont devoir faire quelques changements, mais oui, ils iront bien. Ils ne vivront simplement plus de notre argent. C'était un secret qu'on leur donnait de l'argent? C'en était un. Mais je ne pense pas que nous ayons besoin de plus de secrets entre nous, n'est-ce pas? Elle a secoué la tête solennellement. Plus de secrets. Juste nous, étant-nous. Juste nous, étant-nous, ai-je acquiescé, la serrant fort contre moi alors que les derniers rayons de soleil disparaissaient à l'horizon. Décembre à Miami s'est avéré être une révélation. Alors que notre ancienne maison dans le Connecticut aurait été recouverte de neige, nécessitant des manteaux et des bottes épaisses, Emma et moi passions les week-ends sur la plage en pull léger, à ramasser des coquillages et à construire des châteaux de sable. La chaleur du soleil semblait refléter la chaleur qui grandissait dans nos cœurs alors que nous nous installions dans nos vies authentiques. Emma s'est épanouie dans sa nouvelle école, la Wellington Preparatory Academy, où elle a été accueillie chaleureusement par des enseignants qui ont reconnu ses talents artistiques et encouragé sa curiosité académique. Sans l'ombre du jugement familial pesant sur elle, elle s'est épanouie, se faisant des amis facilement et rentrant chaque jour à la maison en bouillonnant d'histoires sur des projets artistiques et des expériences scientifiques. J'ai établi le bureau de mon entreprise à Miami et j'ai commencé à travailler sur une nouvelle initiative de technologie éducative qui était mon projet passion depuis des années, développant des programmes de codage abordables pour les écoles défavorisées. Le soir, au lieu de m'inquiéter de présenter la bonne image à ma famille, je me suis concentré sur la construction d'un véritable réseau de soutien. Nos voisins d'à accent grave côté, les Ramirez, avaient des filles jumelles de l'âge d'Emma, et bientôt les après-midi de jeux et les dîners de famille sont devenus des événements réguliers. J'ai rejoint un groupe de mentorat pour femmes d'affaires et j'ai trouvé l'amitié avec des femmes qui valorisaient l'ambition et l'indépendance plutôt que de les critiquer. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne cachais aucun aspect de moi-même aux gens qui m'entouraient. Pendant ce temps, la situation avec ma famille continuait d'évoluer. Les appels et les messages venaient régulièrement, leur ton passant des exigences colériques aux supplications désespérées, puis aux tentatives de réconciliation timides. Ma mère a été la première à vraiment tendre la main. 2 semaines avant Noël, elle a appelé, sa voix manquant de son efficacité habituelle. « Samantha, dit-elle, j'ai beaucoup réfléchi depuis. Depuis que tout est arrivé. C'est bon à entendre, maman. Ton père ne gère pas bien ça. Sa fierté est. Eh bien, tu connais ton père. Je le connais, ai-je acquiescé. Mais il ne s'agit pas de sa fierté. Il s'agit de respect.
Un long silence a suivi avant qu'elle ne reprenne la parole. Emma me manque, a-t-elle finalement dit, sa voix faible. Je me surprends à penser à ses dessins sur le réfrigérateur et à la façon dont elle m'aidait à arranger les fleurs. L'aveu m'a surprise. Ma mère n'avait jamais été démonstrative, ni avec ses enfants ni avec ses petits-enfants. Tu lui manques aussi, ai-je dit, car c'était vrai. Malgré tout, Emma demandait régulièrement des nouvelles de sa grand-mère. J'aimerais vous voir toutes les deux. Je pourrais venir à Miami. Juste moi. J'ai examiné sa demande avec soin. Ce serait peut-être possible, mais il faudrait qu'il y ait des règles de base. Des règles de base? Elle semblait incertaine. Oui. Pas de critique sur nos choix de vie, pas de comparaison avec les enfants de Jennifer, pas de pic subtil sur le fait qu'Emma manque d'une figure paternelle. Juste l'acceptation de nous tels que nous sommes. Une autre pause. Je pense que je peux gérer ça. Et étonnamment, elle l'a fait. Une semaine avant Noël, Eleanor Andrew est arrivée à Miami, paraissant plus petite et moins intimidante que dans mon souvenir. Elle a apporté des cadeaux pour Emma, des fournitures d'art soigneusement choisies plutôt que les jouets éducatifs qu'elle offrait habituellement et qui étaient plus appropriés, et a fait un effort visible pour interagir avec ma fille selon les termes d'Emma. Le deuxième jour, alors que nous regardions Emma nager dans la piscine, ma mère s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. J'ai été une mère terrible pour toi, n'est-ce pas? L'aveu brutal m'a laissé momentanément sans voix. Tu as toujours voulu que je sois quelque chose que je n'étais pas, ai-je finalement dit. Je n'ai jamais vraiment pu être à la hauteur de la fille que tu avais en tête. Je pensais t'aider, dit-elle en tordant son alliance, te pousser vers ce que je croyais te rendrait heureuse et réussirait. Je n'ai jamais considéré que ta définition de ces choses pourrait être différente de la mienne. Et maintenant, ai-je incité. Elle a fait un geste vers la maison de plage, la piscine, l'épreuve de ma réussite. Maintenant, je vois que tu savais exactement ce que tu faisais depuis le début. Tu as construit une vie extraordinaire, Samantha, selon tes propres termes. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début. Au moment de son départ, nous avions établi une nouvelle relation timide, basée sur qui nous étions réellement plutôt que sur qui elle avait toujours voulu que je sois. Thomas fut le suivant. Son entreprise au bord de l'effondrement, il a ravalé sa fierté et a appelé pour demander des conseils plutôt qu'une aide financière. Je ne comprends pas comment tu as fait, a-t-il admis lors d'un appel vidéo. Construire quelque chose d'aussi réussi à partir de rien. Du travail acharné, lui ai-je dit. Et comprendre ce dont les gens ont réellement besoin par rapport à ce que tu penses qu'ils devraient vouloir. Je n'ai jamais été bon à ça, a-t-il dit avec une surprenante conscience de soi. J'ai toujours été occupé à essayer d'impressionner papa. Et comment ça marche, ai-je demandé, sans méchanceté. Il a ri amèrement. Pas très bien. Il est si différent maintenant. Plus silencieux. Parfois, je le surprends à regarder tes vieilles photos de l'université. Je pense que tu lui manques. L'idée de me contrôler lui manque, ai-je corrigé. C'est différent de moi qui lui manque. Thomas a réfléchi à cela. Peut-être. Ou peut-être qu'il réalise ce qu'il a perdu en essayant de te contrôler toutes ces années. Au cours des semaines suivantes, Thomas et moi avons développé une nouvelle sorte de relation fraternelle. Je n'ai pas sauvé son entreprise, mais je l'ai mis en contact avec des conseillers qui pouvaient l'aider à la restructurer sur un modèle plus durable. Il a commencé à me voir comme une père plutôt que comme sa petite sœur qui avait gâché sa vie, et j'ai découvert que j'appréciais sa compagnie quand elle n'était pas teintée de compétition et de jugement. Jennifer s'est avérée la plus résistante au changement. Quand elle a finalement appelé, sa voix était tendue de colère à peine contenue. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Eden et Zoé ont dû quitter leur école en milieu d'année. Sais-tu à quel point c'est traumatisant pour des enfants? À peu près aussi traumatisant que d'être qualifié de mal élevé et chassé du dîner de Thanksgiving, ai-je suggéré. C'est différent. Emma est plus jeune. Elle ne s'en souvient probablement même pas, elle s'en souvient, ai-je dit fermement. Les enfants se souviennent toujours quand on leur fait sentir qu'ils ne sont pas les bienvenus. Alors c'est une vengeance. Punir mes enfants pour quelque chose que leur grand-père a dit. Ce n'est pas une punition, Jennifer. C'est la réalité. Paul gagne bien sa vie. Vous vivez dans une belle maison. Vos enfants recevront une excellente éducation publique, tout comme ils l'auraient fait si je n'étais jamais intervenu avec les frais de scolarité privée. Ce n'est pas la même chose, et tu le sais,
a-t-elle sèchement répliqué. Tout le monde n'a pas 20 millions de dollars à dépenser. Non, en effet. C'est pourquoi ceux qui ont des ressources devraient être traités avec respect, pas avec mépris. Nous avons terminé l'appel sur une impasse. Mais dans les semaines qui ont suivi, de petits changements sont apparus. Les publications de Jennifer sur les réseaux sociaux, autrefois remplies de vacances coûteuses et d'achats de créateurs, sont devenues plus modestes. Elle a mentionné faire du bénévolat à la nouvelle école d'Eden et Zoé. Et finalement, elle a envoyé un bref texto après l'anniversaire d'Emma, demandant si sa fille aimerait discuter en vidéo avec ses cousins un de ces jours. C'était une petite branche d'olivier, mais je l'ai acceptée pour le bien d'Emma. Les enfants, après tout, étaient innocents dans les conflits des adultes. Mon père est resté le plus distant. Il communiquait principalement par l'intermédiaire de ma mère, semblant incapable d'aborder directement le renversement de notre dynamique de pouvoir. Le prêt hypothécaire de leur maison a été modifié pour un paiement plus abordable après qu'ils aient vendu l'une de leurs voitures et réduit leurs dépenses au country club et autres luxes. J'ai appris par Thomas qu'il avait pris un poste de consultant pour compléter ses revenus de retraite, son premier vrai travail depuis des années. À l'approche de Noël, Emma et moi avons planifié notre première célébration de vacances dans notre nouvelle maison. Nous avons décoré un sapin avec des ornements que nous avons choisis ensemble, préparé des biscuits avec la famille Ramirez d'à accent grave côté, et discuté des traditions que nous voulions garder et des nouvelles que nous pourrions créer. Est-ce qu'on verra mamie et papy pour Noël, a demandé Emma un soir alors que nous accrochions des chaussettes près de nos fenêtres en bord de mer, un emplacement non conventionnel en l'absence de cheminée. Pas cette année, ma chérie, lui ai-je dit. Mais mamie pourrait revenir en janvier. Et papy? J'ai hésité, voulant être honnête sans la surcharger. Papy apprend encore des leçons importantes sur la façon de traiter les gens avec gentillesse. Quand il sera prêt à le faire, il pourra nous rendre visite aussi. Elle a considéré cela solennellement. Les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment, n'est-ce pas? Oui, ai-je acquiescé en la serrant fort. Les gens peuvent changer s'ils le veulent assez fort. Nous avons organisé le dîner de Noël pour nos nouveaux amis et voisins, remplissant notre maison de rire et de chaleur authentique. En regardant Emma expliquer ses œuvres d'art à nos invités avec confiance et joie, j'ai réalisé que nous avions créé quelque chose que la maison parfaitement décorée de mes parents avait toujours manqué, un endroit où les gens se sentaient valorisés pour ce qu'ils étaient exactement. Plus tard dans la nuit, après qu'Emma soit allée au lit, je me suis assise sur notre terrasse surplombant l'océan éclairé par la lune et j'ai réfléchi à la façon dont nos vies s'étaient complètement transformées en seulement un mois. L'appel téléphonique qui nous avait finalement libérés des faux-semblants était arrivé à Thanksgiving, mais la véritable libération avait été intérieure. Le courage de vivre authentiquement et d'exiger le respect que nous méritions. Mon téléphone a vibré avec un SMS. C'était de mon père. La première communication directe depuis notre confrontation. Joyeux Noël à toi et à Emma, disait-il. Ta mère me montre les photos que tu envoies. La maison a l'air sympa. J'espère que vous allez bien toutes les deux. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était une reconnaissance de notre existence sans critique ni jugement. Et pour l'instant, c'était suffisant. J'ai répondu par un simple « Joyeux Noël » et j'ai reporté mon regard sur l'océan, sentant un sentiment de paix s'installer en moi. Nous avions créé un foyer où Emma grandirait en sachant que sa valeur n'était pas déterminée par les attentes des autres, où elle apprendrait que le respect doit être mérité, pas exigé, où elle comprendrait que la famille pouvait être définie par l'amour et l'acceptation plutôt que par l'obligation et le jugement. C'était le plus grand cadeau que je pouvais lui faire, et à moi-même. 6 mois après ce dîner fatidique de Thanksgiving, la chaleur estivale de Miami s'était installée sur la ville comme une étreinte chaleureuse. Emma avait terminé son premier semestre à Wellington Prep avec des bulletins élogieux de ses professeurs et un cercle d'amis grandissant. Ses œuvres d'art avaient été présentées à l'exposition de printemps de l'école, et sa confiance en elle s'épanouissait de jour en jour. J'étais assise sur notre terrasse en bord de mer, la regardant construire un château de sable élaboré avec les jumelles Ramirez, son rire porté par la brise marine. Le changement en elle était remarquable. Fini l'enfant hésitante qui se remettait en question, remplacée par une petite fille vibrante et affirmée qui savait ce qu'elle voulait. La guérison ne s'était pas faite du jour au lendemain. Dans les premières semaines après Thanksgiving, Emma avait fait de fréquents cauchemars où on lui criait dessus, où elle n'était pas assez bien. Nous avons surmonté cela ensemble avec l'aide d'une douce psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes familiaux. Progressivement, les cauchemars se sont estompés, remplacés par des rêves d'aventures océaniques et de vol à travers les nuages.
Mon propre parcours de guérison avait été plus complexe. Des années de conditionnement à chercher l'approbation de personnes fondamentalement incapables de la donner ne pouvaient être annulées en un seul moment de courage. Il y avait des jours où de vieux doutes s'insinuaient, où je me demandais si j'avais bien fait de couper le soutien financier et de révéler ma réussite. Mais ces moments se sont raréfiés à mesure que je construisais une vie centrée sur l'authenticité plutôt que sur l'apparence. J'ai étendu les initiatives éducatives de mon entreprise, créant une fondation spécifiquement conçue pour soutenir les parents célibataires dans l'industrie de la technologie. Le travail était profondément gratifiant, une façon de transformer mes propres expériences douloureuses en quelque chose qui pouvait aider les autres. Mes relations avec ma famille avaient évolué en quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. Ma mère venait me voir tous les mois, chaque fois semblant un peu plus détendue, un peu plus authentique. Lors de sa dernière visite, elle avait même enlevé ses chaussures pour marcher pieds nus sur la plage avec Emma, quelque chose que l'Eleanor Andrew avec qui j'ai grandi n'aurait jamais fait en public. J'étais tellement préoccupé par ce que les autres pensaient, a-t-elle admis lors de cette visite, que je ne me suis jamais arrêté pour me demander ce que je voulais réellement. Thomas avait reconstruit son entreprise à une échelle plus petite et plus durable, et nous avons développé une relation professionnelle étonnamment collaborative. Il a consulté sur certaines des initiatives de ma fondation, apportant une perspective financière qui complétait mon expertise technique. Pour la première fois de notre vie, nous travaillions en partenaire plutôt qu'en concurrent. Jennifer est restée la plus distante, mais même elle avait commencé à se dégeler. Après un ressentiment initial concernant les nouvelles circonstances de ses enfants, elle avait finalement reconnu qu'ils s'adaptaient bien à leur nouvelle école. Eden avait découvert un talent pour les sciences qui n'aurait peut-être jamais émergé dans son environnement précédent, et Zoé s'était fait des amis avec un groupe d'enfants plus diversifié. « Je pense toujours que tu aurais pu nous prévenir », a-t-elle dit lors d'un de nos rares appels téléphoniques. Mais je suppose que nous n'aurions pas écouté de toute façon. Et puis il y avait mon père. Richard Andrew avait été le dernier à tendre la main de manière significative. Sa fierté, une barrière redoutable à la réconciliation. Mais la vie a une façon de mettre les choses en perspective. Et dans son cas, cela s'est présenté sous la forme d'une légère crise cardiaque en avril, un avertissement, comme l'a appelé son médecin. J'avais immédiatement pris l'avion pour le Connecticut, assise dans la salle d'attente de l'hôpital avec ma mère pendant qu'il subissait des tests. Quand je l'ai enfin vue, calée dans son lit d'hôpital, l'air plus petit et plus vulnérable que je ne l'avais jamais vu, quelque chose a changé entre nous. « Tu es venu » dit-il, la surprise évidente dans sa voix. « Bien sûr que je suis venu. Tu es toujours mon père. » Il est resté silencieux un long moment, les machines bipant doucement en arrière-plan. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps » a-t-il finalement dit, au choix, à ce qui compte à la fin. J'ai attendu, lui laissant l'espace pour continuer. Ce n'est pas la maison ou l'adhésion au country club, dit-il. Quand tu es allongé dans un lit d'hôpital en pensant que tu pourrais mourir, rien de tout ça n'a d'importance. Qu'est-ce qui compte alors, ai-je demandé doucement. Ses yeux, si semblables aux miens, ont rencontré les miens directement. La famille. Mais pas comme je la définissais. Pas les apparences ou les réussites ou le fait de suivre un chemin prescrit. Juste savoir qu'il y a des gens qui se soucient de savoir si tu vis ou si tu meurs. Ce n'était pas exactement des excuses, bu venant de Richard Andrew, c'était révolutionnaire. Dans les semaines qui ont suivi, alors qu'il se remettait et apportait les changements de style de vie que son médecin recommandait, nous avons commencé à reconstruire notre relation, une conversation prudente à la fois. Il ne serait jamais démonstratif ou ouvertement affectueux. Il conserverait toujours une partie de sa formalité et de sa réserve. Mais le jugement acerbe, l'approbation conditionnelle, ceux-ci ont commencé à s'estomper, remplacés par quelque chose qui ressemblait à du respect. Maintenant, en juin, lui et ma mère préparaient leur première visite à Miami ensemble. J'avais soigneusement préparé Emma, expliquant que papy travaillait à être plus gentil et plus compréhensif, et que nous lui donnerions une chance de nous montrer ce nouveau côté de lui-même. Les gens peuvent changer s'ils le veulent, assez fort, m'a-t-elle rappelé, faisant écho à notre conversation de Noël. Peut-être que papy veut changer. Je pense qu'il le veut, ai-je acquiescé. Et nous pouvons apprécier cet effort tout en nous protégeant. C'était peut-être la leçon la plus profonde que j'avais apprise au cours de ce voyage. Que le pardon n'exigeait pas la vulnérabilité. Que les limites n'étaient pas une punition, mais une protection. Que l'amour pouvait exister aux côtés d'attentes claires de respect. J'avais créé une fondation appelée Un Nouveau Départ qui fournissait des ressources, du mentorat et une communauté pour les parents célibataires.
Grâce à ce travail, j'avais rencontré des dizaines de femmes et d'hommes qui partageaient des histoires similaires de jugement et de rejet familial. Beaucoup avaient intériorisé le message que leur famille non traditionnelle était en quelque sorte inférieure, qu'ils avaient échoué en ne répondant pas aux attentes conventionnelles. Tu m'as appris que je n'ai pas à accepter ce récit, m'a dit une jeune mère lors d'un événement de la fondation. Que je peux définir le succès selon mes propres termes. Entendre mon propre parcours se refléter à travers les expériences des autres a renforcé la nature universelle de notre besoin humain d'acceptation et de notre droit de définir la famille de manière à nous nourrir plutôt qu'à nous diminuer. Emma et moi avions créé notre propre définition de la famille, une qui incluait ses grands-parents, sa tante et son oncle à des degrés divers, mais qui englobait aussi nos voisins, mes collègues, ses amis et la communauté que nous avions construite autour de nous. C'était une famille définie par le respect mutuel et l'attention sincère plutôt que par l'obligation ou la biologie seule. Alors que le soleil commençait à se coucher sur l'océan, peignant le ciel d'orange et de rose brillant, j'ai appelé Emma à rentrer de sa construction de château de sable. La famille Ramirez venait pour un barbecue, et nous devions nous préparer. Maman, dit-elle alors que nous rentrions main dans la main vers la maison. Es-tu contente que nous ayons déménagé ici? J'ai baissé les yeux sur son visage ensoleillé, si ouvert et confiant, et j'ai ressenti une vague de gratitude pour le voyage qui nous avait amenés à cet endroit de paix. Incroyablement contente, lui ai-je dit. Et toi? Elle a hoché la tête avec enthousiasme. J'aime pouvoir être juste moi, et j'aime que tu sois juste toi aussi. C'est la chose la plus importante que j'ai apprise, ai-je dit en lui serrant la main. Être vraiment soi-même vaut plus que d'essayer d'être ce que quelqu'un d'autre veut que tu sois. Même s'ils font partie de la famille? A-t-elle demandé avec la perspicacité perçante que les enfants manifestent parfois. Surtout s'ils font partie de la famille, ai-je confirmé. Parce que la vraie famille t'aime pour qui tu es exactement, pas pour qui il voudrait que tu sois. Cette nuit-là, entourée d'amis qui étaient devenus une famille, regardant Emma rire et jouer sans l'ombre du jugement pesant sur elle, j'ai réfléchi à la façon dont un moment de crise avait finalement conduit à la libération. Les paroles cruelles de mon père à Thanksgiving avaient été douloureuses au-delà de toute mesure, mais elles avaient aussi été le catalyseur pour se libérer des schémas de faux-semblants et de recherche d'une approbation qui ne pourrait jamais être vraiment gagnée. Les 20 millions de dollars n'avaient jamais été le vrai problème. L'argent était simplement l'outil qui m'avait permis de maintenir l'illusion que je pouvais acheter l'acceptation de ma famille. En révélant ma réussite, je n'avais pas seulement changé leur perception de moi. J'avais changé la façon dont je me percevais et ce que j'étais prête à accepter dans les relations. Alors que nos invités partaient et qu'Emma se préparait pour le lit, j'ai reçu un texto de mon père. J'ai hâte de vous voir, toi et Emma, la semaine prochaine. Je me suis entraîné à construire des châteaux de sable. Le simple message, exempt de critique ou de jugement, représentait une transformation que j'aurais autrefois cru impossible. Pas parfaite, pas complète, mais un effort sincère pour se connecter sur de nouveaux termes. Maman, a appelé Emma depuis sa chambre. Peux-tu me lire une histoire? J'arrive, ma chérie, ai-je répondu, posant mon téléphone et me dirigeant vers le son de sa voix. Vers l'avenir que nous construisions ensemble, un moment authentique à la fois. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec des membres de votre famille qui ne respectaient pas vos choix? J'adorerais entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres histoires de croissance personnelle et de transformation. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message sur le fait de se défendre et de défendre ses enfants, partagez cette vidéo avec eux. Rappelez-vous, vous méritez le respect tel que vous êtes. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de l'exiger. Merci d'avoir écouté mon histoire et je vous souhaite le courage de vivre authentiquement dans votre propre vie.